Euradio Nantes vous présente les causeries de la MSH. Bienvenue dans les causeries de la MSH. Alors aujourd'hui, épisode 6 de la saison 5 de nos échanges. Je rappelle le principe de l'émission, comme les saisons précédentes, tous les troisièmes mardis du mois, une personnalité scientifique vient causer sur un sujet en lien direct avec l'actualité nationale et européenne. Alors, de quoi allons-nous causer aujourd'hui ? Alors, pour introduire le sujet, de manière un peu plus légère qu'il ne l'est vraiment, je vais volontairement être un peu caricatural, je vais utiliser une caricature cinématographique, en plus américaine, donc voilà, on a tous les modèles. Donc, pour reprendre cette caricature, je vais citer deux films. Le premier film, c'est un film Rain Man, qui est un film américain réalisé par Barry Levinson en 88. C'est un film qui fut l'un des premiers à aborder le thème de l'autisme, à ma connaissance, même si le personnage incarné par Dustin Hoffman n'est pas forcément représentatif de la majorité des autistes. Donc l'histoire, c'est Charlie Babbitt, qui est un jeune revendeur de voitures de Los Angeles, très séduisant, qui apprend que son défunt père a légué presque toute sa fortune à son frère aîné, dont il ignorait l'existence, Raymond Babbitt. Il découvre que Raymond est un autiste soigné dans une pension psychiatrique de Cincinnati. Charlie enlève Raymond dans le but de récupérer la barre d'héritage qu'il considère lui revenir. Débute alors un voyage à travers les États-Unis en direction de la Californie, au cours de laquelle, effectivement, les deux frères vont apprendre à se connaître. Deuxième film qui me vient à l'esprit pour illustrer le thème qu'on va aborder aujourd'hui, c'est Forrest Gump, qui est une comédie dramatique américaine aussi, réalisé par Robert Zemeckis en 94. Alors là, c'est pareil, c'est sans doute une autre caricature, mais on aura l'occasion d'en parler avec nos invités. Donc, Forrest Gump, c'est quoi ? Dans son enfance mise à l'écart par les enfants de son âge à cause de ses handicaps mentaux et physiques, jusqu'au moment où, devenu milliardaire, il raconte son histoire. Forrest Gump sera tour à tour champion de football américain, diplômé d'une université, soldat durant la guerre du Vietnam, recevant la médaille d'honneur du Congrès, champion de ping-pong dans l'équipe militaire américaine, marathonien exceptionnel, courant sans s'arrêter pendant plus de 3 ans, capitaine de crevettier, fera la couverture du magazine Fortune. Alors, se trouvant au cœur des principaux événements de l'histoire des États-Unis, entre les années 50 et 80, il en devient un des acteurs décisifs de cette époque, bien qu'involontairement, inspirant notamment à Elvis Presley sa façon de se déhancher, à John Lennon les paroles d'Imagine, étant reçu à la Maison-Blanche par 3 présidents successifs, participant à la reprise des relations diplomatiques entre la Chine et les États-Unis, et révélant le scandale du Watergate, et initiant quelques-unes des principales tendances socioculturelles des années 80. Alors, je laisserai à mes invités le soin de signifier le sens de ces deux films sur le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, qui, vous l'aurez deviné, sera donc l'autisme. Alors aujourd'hui, je répète, nous allons parler de l'autisme dans sa forme beaucoup moins romancée, moins à la sauce américaine, et ceci à travers le projet SATED, j'espère que je prononce bien. Ouais. Donc le projet SATED Autisme, ça vise à élaborer un agenda numérique permettant d'enrichir les possibilités, je lis un petit peu le pitch du projet, les possibilités d'interaction des personnes autistes avec leur environnement. Pour les utilisateurs avec autisme, le but est de leur permettre de gagner en autonomie, se rassurer, savoir s'organiser, se repérer dans l'espace et dans le temps pendant les activités quotidiennes, y compris d'apprentissage, et de développer leurs possibilités de communication verbale. Alors le projet de recherche est mené par une équipe pluridisciplinaire, mais je crois qu'on aura l'occasion d'y revenir. Donc une équipe pluridisciplinaire de chercheurs en éducation et en informatique des universités de Nantes et du Maine, donc regroupés au sein du Centre de recherche en éducation de Nantes, le CREN, par les professionnels du Centre de ressources autisme des Pays de la Loire, le CRA, par une équipe hospitalo-universitaire de recherche de l'Université d'Angers, et des ingénieurs de la société, donc S2I, Ouest Centre-Atlantique, et donc ce projet aboutit notamment au développement de l'application mobile SATED, et ça va faire l'objet de notre émission. Alors, pour parler de ce projet, donc nous accueillons aujourd'hui donc Patrice Bourdon, qui est maître de conférence en sciences de l'éducation, donc à l'ESPE, qui est l'école supérieure du professorat et de l'éducation, et au CREN. Il a publié donc il y a déjà quelques temps donc un ouvrage donc s'intitulant donc avec Roy, je sais pas son prénom, Joël Roy, donc qui s'appelait Enfants malades ou accidentés quand l'école va au domicile. Et il est accompagné aujourd'hui de Marine Guffroy, qui est doctorante en informatique donc au CREN, et donc qui est fortement impliquée dans ce projet SATED, et de Gaël Lefer, qui est ingénieur d'études et de recherche,
Donc, au sein du programme SATED Autisme et Personnes âgées. Et donc, elle est docteure en psychologie et psychologue. C'est bien ça. Donc, je vais vous laisser la parole. J'ai peut-être été un peu trop long. Donc, on va aborder donc cette première partie de l'émission pour essayer d'un petit peu de présenter ce projet SATED et notamment un petit peu les motivations, les motivations de ce programme, ses objectifs, sa genèse, etc. Donc, je vous laisse la parole. Peut-être que c'est Patrice qui va nous introduire le projet. Effectivement, oui, merci de cette présentation qui me semble assez juste et complète. Un peu léger. Je reviendrai peut-être sur l'aspect du film américain à travers Rain Man, etc. Mais c'est intéressant, effectivement, d'entrer toutefois par ces questions-là, parce que, comme souvent dans les phénomènes liés au handicap ou à des problématiques d'enfants atypiques, etc., on va entrer par des phénomènes assez emblématiques qui, finalement, sont quelques arbres qui cachent la forêt qu'il y a derrière. C'est-à-dire que dans les questions de troubles envahissants du développement, pour avoir quelque chose de beaucoup plus large que l'autisme, qui est une toute petite partie de ces troubles du spectre autistique. Finalement, il y a des gens que l'on dit autistes de haut niveau, comme Rayman, comme ceux qui sont employés actuellement par l'armée américaine, par exemple en Syrie, pour décrypter des cartes très complexes, ou ceux qui sont capables après un coup d'œil sur un environnement, de reproduire à l'identique cet environnement par le dessin. Bon, ils sont quelques-uns, Et ça, c'est lié à l'autisme un peu. Oui, c'est lié à ces troubles, c'est ce qu'on appelle les Asperger, donc c'est une catégorie très spécifique. Et puis, il y a ceux, je dirais, qu'on pourrait qualifier d'autistes de bas niveau, c'est-à-dire ceux qui sont sans communication, sans possibilité d'apprentissage, reclus dans des institutions, etc., et qui font partie aussi de cette population qu'on regroupe sous le terme autisme. Voilà, effectivement. Donc, des problématiques très différentes. C'est assez hétérogène, quoi. Oui, très différentes, très hétérogènes, des prises en charge aussi très différentes, et puis surtout une insertion sociale qui est vraiment très très également différente, avec un accompagnement des parents qui est à ajuster en fonction des besoins de ces personnes qui ont ces troubles du spectre autistique. Pour autant, on peut dire qu'on soit autiste de haut niveau ou très très dépendant, etc., on va rencontrer des problématiques qui sont assez proches, assez identiques sur certains points, puisque on peut définir, alors selon 3 ou 2 entrées selon les classifications internationales qui existent, mais bon, on va rester à la triade autistique qui est la plus connue, c'est-à-dire qu'il y a d'une part des altérations assez importantes des interactions sociales, c'est-à-dire que tout ce qu'on arrive à interpréter en termes de mimique, de gestes, de regard, de l'entourage, etc., ou de façon d'imiter l'autre, etc., ça c'est fortement perturbé. Quel que soit le niveau d'autisme. D'imiter l'autre, c'est... Oui, bon, par exemple, dans l'apprentissage, on sait que c'est une phase qui est vraiment très importante, l'imitation. On voit chez le tout petit enfant, par exemple, quand les chansons de gestes ou des mouvements de tel enfant a tel comportement, je me cale sur son comportement. J'en parle parce qu'on reviendra après dessus sur des aspects beaucoup plus scientifiques. On imite, on copie. On a des postures d'attention conjointe. On a des phénomènes de mimétisme qui nous permettent, on est tous passés par ces phases-là, qui nous permettent de nous construire en tant que mêmeté de l'autre et différent de l'autre. Et puis en même temps, ça permet aussi de reproduire des façons de fonctionner, de s'organiser, etc. Et là, c'est particulièrement intéressant dans le cadre d'expérimentation avec des tablettes, par exemple. Un deuxième point, et puis vraiment j'essaie d'être assez rapide, il y a ce qu'on appelle des intérêts restreints ou des comportements stéréotypés. C'est-à-dire que on va voir des enfants qui ont des gestes
reproduit. D'ailleurs, on le voyait dans le film Rayman, etc., où il y a il bouge avec les mains, des gestes du corps, etc., des comportements qui sont très, très stéréotypés, et puis des intérêts pour des choses très, très, très précises. Et là, ils peuvent devenir extrêmement experts d'un domaine particulier. Pour autant, ils peuvent être extrêmement bruyants. On a certains qui sont même des collègues qui bossent à l'université, oui. Voilà, et qui vont pas forcément savoir comment nous dire bonjour, parce qu'ils sont obligés de décrypter et d'apprendre des comportements aussi simples que l'on a. Tiens, tel collègue n'a pas l'air très en forme aujourd'hui, je vais lui dire bonjour différemment. Ça, ils ont beaucoup de mal à le faire. Je comprends mieux. Voilà. Et puis, oui, c'est vrai, ça peut expliquer certaines choses. Et puis, c'est ce qu'on va regrouper aussi sous les altérations de la communication verbale, en fait. Voilà. Comment s'exprimer dans certaines situations, face à certaines situations, avec certaines personnes, etc. Comment décrocher au téléphone, voilà. Répondre à la personne qu'on ne voit pas. Bon. Donc ça, c'est des problématiques qu'on rencontre. Et puis, dernier point, nous, ce qui nous a intéressé dans tout ça, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un défaut de planification des activités. C'est-à-dire une difficulté très importante à se repérer dans le déroulement des activités, dans ce qu'il faut anticiper, dans ce qui s'est passé, etc. On va y revenir. Défaut de planification. Voilà. D'accord. Donc, ok, très bien. Donc, oui, je pense qu'on on arrive au terme de cette première partie, et donc on va faire une première pause musicale. Wondering what dress to wear.
Radio Nantes, les causeries de la MSH. Eh bien, nous revenons à notre discussion, donc, dont notre causerie qui est aujourd'hui dans lequel on va parler aujourd'hui de l'autisme avec donc Patrice Bourdon, Marine Guffroy et Gaël Lefer, donc à travers leur projet de recherche qui est le projet donc SATED. Donc dans la première partie de l'émission, donc on a un peu introduit ce projet, donc avec une définition de ce que c'est un peu l'autisme, si je peux dire définition. Avec aussi ce que j'ai appris, c'est que comme dans le sport, il y a des autistes de haut niveau et des autistes de bas niveau. Donc je vais vous redonner la parole. Donc on va peut-être parler plus précisément donc des objectifs et des motivations de ce projet SATED. Oui, alors c'est parti de vraiment, on pourrait qualifier ce projet et ces recherches, parce qu'on a plusieurs recherches de recherche appliquée ou de recherche pragmatique, c'est-à-dire qu'on est parti d'une question de terrain en constatant que dans les classes, dans les familles et dans les établissements spécialisés, généralement, ils utilisent beaucoup de pictogrammes, donc une représentation imagée d'une action, d'une activité, et ils communiquent avec ces pictogrammes, où ils organisent des temps de travail, une matinée de classe par exemple, avec 5 pictogrammes selon les activités. Les pictogrammes, les pictogrammes sont des petites images, soit iconographiques, c'est-à-dire un dessin, soit une photographie. En général, ça a un format assez réduit de 4 cm, un carré de 4 cm à peu près. Et puis, ces pictogrammes sont organisés en agenda sur une matinée d'activité, par exemple, accueil en classe, mathématiques, lecture, récréation, etc. Et ça sert de support pour que ces enfants puissent se représenter ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font et ce qu'ils vont faire. Ou ça peut servir également en milieu, en famille, quoi, pour décomposer le brossage des dents, parce qu'ils ne savent plus, par exemple, ils ne savent pas comment se brosser les dents, même s'ils ont appris ça 15 000 fois, ou comment, quand ils veulent manger un yaourt, ou prendre le yaourt, ouvrir le yaourt, mettre du sucre, etc. Voilà. Donc il y a des tâches comme ça aussi basiques que l'on fait facilement dans notre quotidien qui sont extrêmement difficiles pour eux. Mais on s'est aperçu aussi que plus ils ont d'activité, plus ils ont de pictogrammes. Et donc, le déjeuner du dimanche chez les grands-parents, on part avec la valise de pictogrammes et puis on en colle partout, etc. Et pour certains, ils ont même des scratchs sur le pantalon, on colle des scratchs pour... Bon. Et fort de ce problème-là, à l'ère actuelle du numérique, on s'est dit, mais est-ce que ce serait pertinent... Vous dites, les pictogrammes, ça les aide à... Ça les aide à organiser leurs activités, à les planifier, à anticiper, à avoir un retour sur ce qu'ils ont fait, etc. Et ça, c'est indispensable pour avoir une vie la plus ordinaire possible. Donc, on est parti de ce problème-là et on s'est dit, mais est-ce si on essayait de passer ça au numérique, c'est-à-dire d'avoir des supports sur tablette, sur smartphone? Est-ce que ça aurait exactement le même effet? Est-ce que ça permettrait d'être beaucoup plus mobile sans avoir à partir avec des cartons de pictos? Dans certaines institutions, il y a un poste spécialisé dans la réalisation des pictogrammes. C'est-à-dire que le gars fait ça toute la journée. Oui, donc c'est quand même assez conséquent. Et donc, là, j'ai laissé la parole à Marie. Juste avant, c'est vrai que alors, l'histoire des pictogrammes, si vous pouvez nous donner une illustration de... Mais par exemple, pour repérer, voiture, pour dire je pars en voiture ou c'est l'heure de l'école, on va avoir une petite image qui représente une école. Donc soit ça suffit. C'est une image générique qui est un dessin, une icône en fait, c'est ça, ou alors c'est une photo de l'école dans laquelle l'enfant est. Voilà. Et ça n'a pas la même incidence sur le plan émotionnel d'avoir son école ou une photo d'école, un dessin d'école. Voilà. Et donc on s'est dit on fait le pari d'essayer de voir si on peut partir sur informatique, sur numérique, et donc on s'est rencontré avec le directeur d'S2I de la société S2I à Nantes, et qui a été intéressé par ce projet et qui a première étape, proposer à un étudiant de Polytech qui était en stage chez lui, en dernière année d'école d'ingénieur, d'essayer de se pencher sur la réalisation possible
avec le centre de ressources autisme, très vite, on s'est mis ensemble. Et puis, il y a eu une première application. Voilà. Première version d'un agenda numérique sur tablette et smartphone. Et c'est là que Marine est arrivée ensuite. Marine Guffroy, qui est donc a été recrutée puisque S2I s'est engagée financièrement dans le financement d'une thèse de doctorat sous forme CIFRE. Et donc, Marine est arrivée pour, cette fois-ci, développer d'autres versions et puis avoir un travail beaucoup plus scientifique que de simple développement, je dirais. C'est ça. Sachant que le projet, comme tu disais, la première version de l'application, elle est sortie en 2011. Donc, j'étais pas encore présente à l'époque. Je suis intervenue qu'à partir de 2013. Donc, je suis intervenue pourquoi ? Parce qu'on avait développé une application avec un nombre de téléchargements qui commençait à être impressionnant. On est aujourd'hui en cumulé... Vous aviez fait une application qui était téléchargeable Oui, dès le départ, l'application a été téléchargeable au départ que sur les plateformes Apple, puis sur plateformes Apple et Android. Elle a toujours été gratuite, donc ce qui permet quand même de diffuser largement l'application. Donc, je suis intervenue en 2013. Pourquoi ? Puisqu'on avait une application qui était quand même pas mal téléchargée. On tournait sur certains mois à plus de 200 téléchargements. Et donc, on s'est posé la question de savoir si, c'est bien, elle est téléchargée, mais qu'est-ce qu'en font les gens ? Comment elle est utilisée ? Est-ce qu'elle correspond vraiment aux besoins des enfants auxquels on avait pensé au départ ? Et donc, l'application, elle était faite, donc c'était l'idée des pictogrammes, quoi, de les mettre... C'était vraiment une reproduction numérique sur tablette et smartphone d'un agenda, en fait, tel qu'on pouvait le trouver avec les pictogrammes papier. On a repris le code qui était existant en classe, c'est-à-dire qu'une tâche est schématisée par un pictogramme et couplée à ce qu'on appelle un time timer. Donc, en fait, c'est un minuteur visuel où l'enfant peut voir le temps qui lui reste pour réaliser sa tâche. Donc finalement, la première version de sa TED, et c'est encore l'écran principal aujourd'hui, se décrit comme ceci, c'est-à-dire qu'on a 3 pictogrammes à l'écran qui représentent la tâche précédente, la courante et la suivante. Et pour la tâche courante, on a un time timer qui est affiché pour que l'enfant puisse voir où il en est dans sa tâche. Donc ça, c'est le modèle de base qu'on a élaboré. Et puis, jusqu'à la version 3 que l'on a aujourd'hui, qui a été développée par Marine et une équipe d'ingénieurs en développement de la société S2I, où là, on a pu éventuellement enlever le time timer, changer les couleurs selon les usages que l'on en a, avoir des couleurs pour le matin, l'après-midi, enlever certaines variables, etc. Et ça, c'est vraiment le travail d'observation et de recherche dont on pourra parler après en termes de méthodologie, comment on s'est organisé pour accéder à ça, qui a permis d'arriver à la 3e version. Aujourd'hui, nous sommes à la 3e version de l'application. Et qui est probablement pas la dernière, quoi. Tout à fait. Alors, pour toi, par contre, ce qui était assez intéressant, parce qu'on voit bien que sur cette question, il y a une recherche en informatique et développement, des choses du côté de l'éducation, on va avoir un champ assez large, et des choses du côté de la clinique. C'est-à-dire quel effet, sur le plan clinique, va avoir l'usage du numérique, par exemple, ou de tablettes tactiles, etc. Donc on a ces trois entrées disciplinaires qui arrivent, et avec des enjeux scientifiques, parce qu'on pourrait se dire, bon voilà, finalement, on ne fait que mettre sur numérique quelque chose qui existe déjà en papier. Voilà. Et quel intérêt ça a pour nous sur le plan scientifique ? C'est ça qui nous semblait intéressant, puisqu'on est une dizaine de chercheurs à travailler sur ce programme. C'est un programme à plus de 650 000 €, etc., pour une application qui est gratuite. Donc, et donc, il y a une vraie problématique en informatique du côté du modèle de conception. En fait, c'est là-dessus que Marine a... C'est là-dessus que je travaille. C'est-à-dire que, pour faire simple, on a des règles de bonne conduite à suivre pour concevoir un outil informatique. Mais alors, quand on a un utilisateur en face qui n'est pas forcément dans la capacité de nous dire ce qui lui plaît, ce qui lui plaît pas et ce qu'il veut, ça devient tout de suite un peu plus compliqué. Donc c'est la question. C'est une enquête de satisfaction, c'est un peu difficile. C'est ça, mais on reviendra sur les expérimentations, mais moi je suis allée en classe où l'enfant me dit clairement que ce bouton à cet endroit-là, c'est pas sa place, mais il sait pas me dire ni pourquoi, ni où est-ce qu'il voudrait que le bouton soit. Donc c'est comment on fait pour concevoir avec une application avec ce public pour ce public. C'est-à-dire qu'on a, vous parliez tout à l'heure de la publication que j'ai faite il y a une des publications que j'ai eues il y a quelques années. En fait, on est sur des publics qu'on dit atypiques. Oui. Voilà. C'est ça qui nous intéresse finalement. C'est-à-dire les modèles de conception qu'ils ont en informatique, modèles
agile ou autre, c'est-à-dire qu'on va interroger régulièrement les usagers et les utilisateurs pour améliorer le système. Là, ça ne fonctionne pas. Parce que certains peuvent nous dire, effectivement, là, ça ne me va pas. Mais d'une part, comme dit Marine, il ne sait pas pourquoi. Mais aussi, certains sont incapables de nous dire si ce qu'ils utilisent convient ou ne convient pas. Donc, on doit aller l'observer pour modifier les choses. C'est ça. Ouais. Après, on pourrait se dire qu'on peut faire sans l'utilisateur, mais ça a été largement montré que intégrer l'utilisateur dans la conception, ça marche nettement mieux. Enfin, les premiers articles montrent quand même à 86, où les chercheurs ont montré que intégrer l'utilisateur dans la conception, c'était loin d'être inutile, tout simplement parce que c'est le seul qui est capable de nous dire si ce qu'on est en train de faire lui correspond ou pas. Et là, il y a un biais aussi, dans le sens où il n'est pas forcément apte à juger de... C'est compliqué. Oui, mais les enfants ne sont pas seuls. Non. C'est-à-dire qu'il y a des parents, des éducateurs et des enseignants. Bon, et là, c'est le cœur de la thèse de Marine Guffroy, c'est-à-dire qu'elle montre qu'il y a un modèle de conception et de développement en informatique qui est différent, mais qui est tout aussi pertinent que les modèles classiques que l'on retrouve, où on fait des boucles assez courtes, etc., quoi, en fait. Très bien, on va donc faire une deuxième pause musicale. Serve you right to suffer. Serve you right to be alone. Serve you right to suffer. Serve you right to be alone. Because you're still living the day gone back and gone. Serve you right to suffer. Serve you right to be alone. Serve you right to suffer. Serve you right to be alone. That's why you can't keep trying. Serve you right to suffer. Serve you right to be alone. Serve you right to suffer. Serve you right to be alone. Your doctor put you on milk, cream, and alcohol. You're still living in. Time you see a woman, she makes you think of you. Every time you see a woman, she makes you think of you. She treats you so bad. Time you see a woman, she makes you think of you. Every time you see a woman, she makes you think of you. She treats you so bad. You're still living in the day I'm passing on in memory. That way in the past, that day is gone. Euradio Nantes,
les causeries de la MSH. Eh ben, nous reprenons notre causerie d'aujourd'hui qui est donc consacrée donc à l'autisme à travers un projet donc numérique qui concerne l'autisme, donc le développement de tablettes numériques pour essayer d'aider les autistes. Donc on accueille Patrice Bourdon, donc Marine Guffroy et Gaël Lefer. Donc voilà, donc on va continuer notre causerie donc sur justement ce projet SATED à travers donc ce projet de développement de tablettes là, à destination des autistes, une sorte d'ubérisation de l'autisme. Je vous redonne la parole, Marine. Oui, donc j'étais en train de dire juste avant la pause musicale que c'est important d'avoir l'utilisateur actif pendant la phase de conception du projet, parce que l'outil deviendra ce que l'utilisateur de départ nous a précisé. Donc comme l'a présenté Patrice, avec les caractères particuliers que présente un public autiste, il est compliqué de pouvoir communiquer avec eux et de savoir ce qui leur convient et ne leur convient pas. Donc un modèle classique où on va avoir des entretiens individuels, des séances de brainstorming, des mises en place de scénarios, tout ça, le jeune public autiste n'est pas capable de le faire. Donc vous êtes informaticienne. Je suis informaticienne de formation. Donc, la thèse sur laquelle je travaille sera une thèse en informatique, avec cette particularité de s'intéresser à un public atypique. Et donc, finalement, on part avec quoi ? On a des grandes lignes qui nous disent que la conception centrée sur l'utilisateur, c'est ce qui conviendrait le mieux, mais sans trop savoir comment s'y prendre. On a un ensemble de méthodes qui existent, qui ont fait leur preuve depuis des années. Pardon. Mais comment on assemble tout ça pour ce public ? Et puis comme le disait Patrice tout à l'heure, c'est un public qui est quand même encadré, donc il n'est pas totalement seul. Donc rapidement, on se rend compte que c'est peut-être pas notre seul interlocuteur finalement, l'enfant uniquement. C'est-à-dire que moi je suis intervenue, le cadre de ma thèse se repose sur un cadre scolaire. Donc pour moi, mon interlocuteur autre que l'utilisateur final qui est l'enfant avec autisme, c'est l'institutrice, c'est les auxiliaires de vie scolaire qui sont présentes. Et donc ces personnes-là, elles sont quand même avec l'enfant de 9h le matin jusqu'à la sortie des cours. Donc elles savent comment l'enfant vit son quotidien, ce qu'il a besoin et pourquoi il agit comme il agit. C'est-à-dire que rapidement, on se rend compte que on a un nouvel interlocuteur. Donc on n'est pas avec un interlocuteur unique, mais plusieurs interlocuteurs. Donc ces personnes-là vont être capables de nous dire il a besoin de ça par exemple. Mais ça va être aussi je vais observer et puis je vais voir que l'enfant il fait toujours ce mouvement sur la tablette. Je peux juste dire que moi je vois que l'enfant fait ce mouvement sur la tablette. Je ne suis pas en capacité d'expliquer pourquoi il le fait. L'enfant lui-même ne sait pas vraiment pourquoi il le fait. En revanche, en parlant avec l'institutrice et le personnel qui est présent sur place, va pouvoir me dire il fait ça parce que il a l'habitude de faire ça sur tel autre support. Par exemple, est-ce qu'il va se contenter, entre guillemets, vraiment avec plein de guillemets, uniquement de regarder les 3 pictogrammes qui sont à l'écran sur ce qui se passe dans l'instant T, ce qui s'est passé avant ou après, ou est-ce que de temps en temps, il va aussi cliquer sur la base de données où il y a toutes les tâches? Est-ce qu'il va cliquer sur des parties où il aura l'ensemble des activités de la journée? Est-ce qu'il va modifier des choses ou non? Et puis, par exemple, est-ce qu'il aura plusieurs pictos représentatifs pour une même tâche? Par exemple, s'il y a le mot mathématiques, qui est une activité de la matinée, est-ce que c'est une photo de son livre de maths et une représentation générique des mathématiques? Et comment il utilise ces deux choses-là? Parce qu'en fait, dans tout ce grand champ que l'on appelle celui des interactions homme-machine, ce dont on n'a peut-être pas suffisamment parlé, parce qu'on a parlé beaucoup d'autisme, c'est la machine. C'est-à-dire, est-ce que c'est pareil de gérer ces activités avec un outil ou de gérer ces activités dans une interaction entre humains? Et là, on va avoir des questions assez intéressantes avec... Qui ne sont pas spécifiques à l'autisme. Non, bien sûr, qui sont dans tout... par exemple, on va retrouver ça dans les travaux de Pierre Rabardel, notamment sur tout ce qui est lié à la genèse instrumentale. C'est-à-dire, à partir du moment où on introduit un outil, est-ce qu'il reste outil ou est-ce qu'il devient un instrument pour ses propres activités? Tout à fait. Et le passage de l'outil à l'instrument est quelque chose sur le plan... psychique, cognitif, etc., extrêmement complexe. Et c'est ça qu'on va aller regarder. Donc, quand Marine travaille en IHM, en interaction en machine,
elle va regarder certes comment chacun fait usage de l'outil qu'on peut lui proposer en tant qu'outil, mais aussi est-ce qu'on peut améliorer des choses et comment percevoir ce qu'il faut améliorer pour que ça devienne des instruments au service de l'activité. C'est ça qui semble... C'est-à-dire qu'en observant, par exemple, au départ, l'application proposait cet écran avec les 3 pictogrammes, puis un écran pour saisir un agenda, créer les tâches en elles-mêmes, etc. Je me suis rendu compte que l'enfant, plusieurs fois dans la journée, allait voir son agenda au complet. C'est-à-dire que c'est pas une manipulation simple où j'appuie sur un bouton, ça s'affiche tout de suite. Il y a quand même 3-4 manipulations avant d'arriver à l'information. Pour avoir l'agenda de la journée. L'agenda de la journée. Tout bête, on s'est dit, à ce moment-là, on va rajouter un écran. Ouais. J'ai juste un bouton, ils appuieront dessus pour voir le défilement de la journée. Mais de lui-même, l'enfant m'aurait pas dit ça serait bien que je puisse voir ma journée au complet. Non, mais alors en l'observant et regardant ce qu'il faisait, on se rend compte que oui, effectivement, c'est peut-être pas déconnant d'aller rajouter un écran supplémentaire. Et on va interroger les professionnels, par exemple, pour dire est-ce que ça vous semble pertinent ? Est-ce que ça peut perturber des choses ou non ? Est-ce qu'il vaut mieux s'en tenir à l'écran principal, etc. Bon, tu as eu le même problème avec le time timer, par exemple. Le time timer, c'est-à-dire que pour nous, il était présent en classe, donc c'était normal qu'il soit présent dans l'application. Et le retour de l'enseignante a été un jour de me dire, ce petit garçon-là, il n'avait plus de problème de ce côté de temps qui défile, mais depuis qu'il a le timer sur sa tablette et qu'il voit le timer défiler visuellement, quand il a fini, il est scotché sur ce timer et il attend que ça se finisse. Alors que ce trouble avait disparu, il était réapparu parce que le timer était présent à l'écran. C'est terrible, ça. Voilà. Et donc, c'est le genre de choses qu'on a récupéré. On s'est dit, finalement, on va peut-être rajouter un paramètre supplémentaire, un bouton on-off pour dire, finalement, je le veux ou je le veux pas, ce timer. Et donc, on se rend compte que on a vraiment besoin de ce trépied d'informations, c'est-à-dire que on a besoin de l'enfant lui-même parce qu'il va quand même être capable de nous signaler ce qui va pas. Ne serait-ce qu'en l'observant, c'est des enfants qui ont aussi des problèmes de motricité. Il y avait un petit garçon qui avait un peu les doigts qui traînent sur l'écran. Sur un écran standard, ça pas un problème. Sur un écran tactile, ça change d'écran. Donc, ça peut vite devenir embêtant pour l'enfant de recommencer 3 fois ce qu'il est en train de faire parce que il a malencontreusement cliqué là où il voulait pas. Donc on a besoin quand même d'observer. L'enfant a besoin d'être présent dans ce modèle de conception. Après, on se rend compte qu'on a aussi besoin de l'enseignante et de l'équipe pédagogique, parce qu'elle aussi, elle voit des choses que nous, on ne voit pas. Et le troisième acteur, finalement, c'est l'informaticien présent dans la classe qui est là pour recueillir le besoin. Donc en l'occurrence, sur ce coup-là, c'était moi. Et de voir ce combien de temps ? Alors, je suis intervenue pendant 1 an et demi, où j'allais au rythme d'un après-midi par semaine. Alors, au départ, quand on a mis l'application en place, c'était un peu plus souvent parce qu'il fallait finalement former l'équipe pédagogique. Et on s'est vite rendu compte que c'était pas tant les enfants qui étaient difficiles à former sur l'application, mais plus l'équipe pédagogique. Au bout de 20 minutes, l'enfant maîtrisait l'outil. La semaine suivante, c'est l'enfant qui disait à l'institutrice, maîtresse, c'est pas comme ça qu'on fait, moi je te montre. On avait une prise en main qui était quand même nettement plus rapide finalement chez l'enfant que chez le personnel adulte. Et c'est marrant quand on commence à en parler au grand public, où les gens qui ont téléchargé l'application par curiosité nous disent « c'est compliqué pour faire ça ». C'est peut-être compliqué pour vous, mais alors pour vraiment l'utilisateur que nous on vise, non, pour lui c'est totalement logique. C'est logique. Oui. Et on n'a pas rencontré par exemple les mêmes choses sur l'autre population cible, c'est-à-dire celle qui est en établissement spécialisé, parce que là, sont beaucoup plus les professionnels qui prenaient en charge l'organisation, y compris la planification. Parce que il y avait des enfants qui avaient des troubles du comportement bien plus graves et bien plus importants. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ne sont pas en classe, mais qu'ils sont en institution spécialisée. Et puis, donc, il a fallu protéger les tablettes avec des coques assez importantes. Ça pouvait valser. Il faut avoir en idée que certains enfants, pour les protéger, sont dans des chaises sur lesquelles ils sont attachés. Parce que sinon, ils se jettent par terre, ils n'arrivent pas à maîtriser suffisamment leur corps et tout ce qu'il y a sur le plan psychique pour pouvoir se concentrer 1 minute sur une activité. Donc, on est obligé de leur mettre dans des conditions corporelles qui leur permettent de s'engager dans les activités. Et on s'est rendu compte qu'avec l'application que l'on proposait, certains enfants, y compris en IME, arrivaient à avoir une activité qui se développait dans le temps,
qui étaient plus cadrés, ils arrivaient à mieux se concentrer, et même pour certains qui n'avaient pas du tout de communication de parole, communication verbale, ils pouvaient, en détournant les fonctions de l'application, c'est-à-dire aller voir par exemple dans les tâches qui étaient prévues pour la journée, de faire comprendre à l'éducateur qu'il en avait marre de faire ce qu'il faisait, en montrant la tâche suivante. Voilà. Et ça, c'est extrêmement important en termes de communication par rapport aux problèmes que peuvent rencontrer ces populations. Très bien, donc on va faire notre troisième pause musicale. Je pense qu'effectivement, là, dans la quatrième partie, on pourra donc justement aborder les résultats un petit peu de cette expérience. Oh, I feel something, baby. And I want you to know about it. See, I want you to feel it too. So just listen to me, baby. Can't stop me now. Hear what I say. My feet got to move, so get out my way. I'm gonna have my say. Gone to every discotheque. I'm gonna dance, dance, dance. Woo! Till the break of day. I said, shame, shame, shame. Shame on you if you can't dance too. I said, shame, 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 shame on you if you can't dance too. Don't stop the motion if you get the notion. You can't stop the groove 'cause you just won't move. Got my sunroof down, I got my diamond in the back. Put on your jacket, wig, woman, if you do that. Coming back, yeah. Shame, shame, shame. Yeah, shame on you if you can't dance too. I said shame, 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 shame on you if you can't dance too. If you don't want to go, remember one monkey don't stop no show. My body needs action, ain't gonna flow. Yes, I'm going out. I'm gonna find a dancing man. If you really think you're fast, try to catch me if you can. I said shame, shame, shame. Shame on you if you can't dance too. I said shame, 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 shame on you if you can't dance too. Oh, good, babe. It's getting to me. I know you can dance, babe. Go ahead on. Okay, babe. Shame, shame, shame. Yeah, shame on you if you can't dance too. I said shame, 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 shame on you if you can't dance too. Don't stop the motion, you get the notion. You can't stop the groove 'cause you just won't move. Got my sunroof down, got my diamond in the back. So put on your shaggy wig, the woman, if you move, I ain't coming back. No, shame, shame, shame. Yeah, shame on you if you can't dance too. I said shame, 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 shame on you if you can't dance too. Shame, 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 shame on you if you can't dance too. Shame, 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 shame on you if you can't dance too. Euradio Nantes, les causeries de la MSH.
Voilà, nous reprenons notre causerie sur l'autisme après cette pause musicale. Je connaissais la version française, c'était J'aime tes genoux, je ne sais pas si vous la connaissez. Le reste, je m'en fous. Oui, c'était ça la suite. Donc c'était Henri Salvador, je crois, mais il y avait Patrick Topalov aussi dans l'histoire. Enfin bon. Donc plus sérieusement, donc on reprend donc notre causerie donc sur le projet SATAID, donc qui est le développement donc de plateformes numériques pour essayer d'aider les enfants autistes donc dans leur vie quotidienne. Et donc oui, alors on a bien compris la méthodologie donc vous l'avez bien décrite dans la troisième partie de l'émission. Alors qu'est-ce que ça change pour les utilisateurs, on va dire? Ouais, il y a plusieurs choses qu'on a pu observer à des degrés différents. Alors, parce qu'il faut distinguer les types d'utilisateurs. Hein. Donc, on a dit il y a des utilisateurs qui sont plutôt ceux qu'on va retrouver en classe, donc qui ont une certaine possibilité de vivre ensemble, de communiquer, même si c'est restreint, d'avoir des activités, d'apprendre à lire, etc., etc. Et puis, certains sont des utilisateurs beaucoup plus en difficulté, avec des troubles plus profonds, qu'on retrouve en établissement spécialisé notamment. Et puis, il y a des utilisateurs professionnels, c'est-à-dire les adultes qui encadrent ces jeunes. Et donc là, on peut voir des usages qui sont, liés aux besoins qu'ils rencontrent soit dans leur activité professionnelle, soit dans les activités d'apprentissage ou éducatives. Et en fait, dans les méthodes qu'on utilise, Marine en a parlé tout à l'heure, que ce soit en classe ou à l'IME, on filme régulièrement, au moins une fois par semaine, avec immersion de chercheurs qui sont en observation et qui filment. Ensuite, on a des phases où on va avoir des entretiens avec les professionnels. On a des phases d'observation également. J'ai observé un certain nombre de façons de faire des enfants dans leur organisation. Et là, par exemple, on a quelques étudiants qui travaillent à essayer de catégoriser les types de pictogrammes qu'ils utilisent et est-ce qu'il y a des différences si on utilise une photo en termes d'émotion ou si on utilise une image. Donc voilà, à partir de là, on voit des choses très différentes. Alors, il y a un exemple assez emblématique qu'on avait pu observer, que Marine a rapporté, mais je vais peut-être te laisser en parler, ça sera beaucoup plus simple. C'est à partir d'un usage spécifique avec la tablette, comment les enfants se sont débrouillés pour détourner ce qu'ils faisaient avec la tablette pour faire autre chose. Et ça, c'est fondamental en termes d'interaction sociale pour cette problématique de l'autisme. Oui, effectivement, on a pu observer, donc là, c'est au-delà de l'application en elle-même, mais c'est vraiment l'outil en lui-même, la tablette. C'est-à-dire qu'on a eu des enfants qui ont un jour décidé qu'ils voulaient jouer en réseau. Alors, jouer en réseau avec la tablette. Voilà. En tout cas, dans la classe dans laquelle je suis intervenue, sur l'application, sur la tablette, il n'y avait pas que l'application. L'institutrice a mis des jeux éducatifs, etc. Et donc, on a commencé grande problématique avec l'institutrice, d'accord, mais on n'a pas de wifi à l'école, donc jouer en réseau, ça va être compliqué. Et donc, on s'est rendu compte, en fait, que le réseau, c'était pas du tout jouer en réseau comme nous, on l'entendrait, mais c'est juste, on va se mettre ensemble côte à côte, et on va jouer. C'est-à-dire que j'ai pu observer des enfants qui étaient en groupe, des enfants qui, d'habitude, ne jouaient pas du tout ensemble, mais faire l'action de se mettre ensemble autour d'une table, de chacun lancer même un jeu différent, et d'attendre que chacun finisse sa partie pour commencer la suivante. Donc vraiment, quelque chose que même des enfants ordinaires ne feraient pas forcément, où chacun commencera à jouer sur sa tablette dans son coin. Là, non, chacun regarde ce que l'autre fait, tu as fini, je commence à jouer à mon tour, etc. Et ça, par exemple, dans mon domaine qui est celui des sciences de l'éducation ou de la psychologie et des apprentissages, c'est quelque chose qui est fondamental, parce qu'on fait tous ça, en termes d'imitation. Dans les phénomènes d'imitation pour apprendre, on imite dans l'immédiat, c'est-à-dire quelqu'un fait un signe de la main, par exemple, ou frappe dans les mains chez les petits bébés, les petits-enfants, moins d'1 an, et l'enfant fait la même chose. Ça, c'est ce qu'on appelle l'imitation immédiate. Donc là, on s'aperçoit qu'ils se mettent côte à côte et ils imitent des choses, de ce que l'autre fait, avec 2 niveaux d'imitation, c'est-à-dire on se pose la question de savoir s'ils imitent l'objet, donc la manipulation, ou s'ils imitent une personne qui fait quelque chose. Ce qui est sur le plan émotionnel très différent. Et puis, on a aussi de ce qu'on appelle de l'imitation différée. C'est-à-dire, on a vu quelque chose et on va l'imiter à un autre moment que sur l'instant T. Et ça, c'est une phase en termes de développement qui est, sur le plan cognitif, qui est une phase vraiment importante. Et là, on observe ça. On observe
Ce que tu racontais, ce jeu en réseau, leur réseau dans leur sens à eux finalement, pas dans notre sens. Et le plus étonnant encore, c'est que ce terme de en réseau a été complètement dissocié de la tablette. C'est-à-dire que dans la classe dans laquelle je suis intervenue, donc ils étaient 5 enfants, une des petites filles qui dit à la maîtresse un jour, maîtresse, je veux faire des maths en réseau. Donc les enfants ont pris leur table d'école qui était placée toute face au tableau, les ont placées d'eux-mêmes en U, parce que c'était plus simple pour être en groupe, et ont décrété qu'ils faisaient des maths en réseau, du français en réseau. Ce que eux appellent en réseau, finalement, c'est le travail collectif. Oui, c'est pas du tout réalisé avant, mais qui est pas du tout l'initiative de l'institutrice, pour le coup, mais des enfants qui ont décidé que ce en réseau qu'ils pratiquaient sur leur temps libre, ils voulaient aussi le pratiquer sur leur temps scolaire. Et là on a quelque chose d'intéressant en termes de processus d'apprentissage, c'est-à-dire qu'on va pouvoir regarder ce qu'on appelle les interactions entre pairs. C'est-à-dire que il y a un certain nombre de théories dans les apprentissages, je ne vais pas développer ça maintenant, mais une des théories, c'est de dire que l'on apprend en groupe et aussi parce qu'on est en interaction avec l'autre. Ce qui est une problématique importante pour l'autisme. C'est-à-dire reconnaître que l'autre existe, qu'il a des émotions, qu'on peut apprendre des choses de l'autre, etc., qu'on peut l'imiter, qu'on peut avoir une attention conjointe sur un même objet d'apprentissage. Ça, c'est quelque chose qui est très spécifique et très problématique pour eux. On a observé aussi, par exemple, du côté des professionnels, que les professionnels regardaient ce que l'autre professionnel avait comme activité avec l'enfant. Je prends professionnel ou famille. Je prends l'exemple, les éducateurs vont regarder ce que fait l'éducateur de la journée, va regarder ce que fait l'éducateur du soir à travers les pictogrammes qui sont choisis, et les familles regardent ce que font les éducateurs à travers également les agendas de la semaine. Et donc à ce moment-là, on s'aperçoit qu'il y a une forme de collaboration, de coopération qui va s'installer à travers un outil que l'on propose, qui est un agenda. Et donc, quand je disais tout à l'heure qu'un outil ne devient pas forcément un instrument, là, on voit qu'il y a instrumentalisation, parce que c'est un retour des usagers vers l'outil, instrumentalisation, et donc l'outil devient médiateur des activités. C'est-à-dire que au-delà de on propose quelque chose qui permet de s'organiser, c'est un support en termes de développement cognitif, de collaboration entre les encadrants, d'organisation entre les enfants, etc. Y compris... Ça, c'est général, c'est pas spécifique. Non. C'est ça. Et on voit bien que les uns et les autres qui utilisent aujourd'hui des smartphones et un peu de tablettes, on observe des phénomènes identiques au Canada, y compris on a des photos sur le fin fond de l'Amazonie en Colombie, où ils ont donné des tablettes à des enfants et ils ont des comportements identiques. Donc là, c'est un peu encore un grand mystère. On est beaucoup à travailler sur l'effet tablette, en quoi ça mobilise plus qu'autre chose, plus que d'autres supports plutôt. Et donc, on s'aperçoit que là aussi, avec ce public qui a des troubles importants, la tablette les mobilise de façon particulière pour s'engager dans des activités. Et en termes de perspective, c'est vraiment hyper important pour nous parce que ça nous permet, peut-être Gaël pourra en parler, mais ça nous permet de développer des projets nouveaux en termes de mobilité, d'insertion professionnelle avec les jeunes adultes. On a un projet dentaire actuellement avec une collègue de la fac d'odontologie qui essaie de voir comment on peut utiliser ces outils pour permettre le brossage des dents, l'hygiène bucco-dentaire, les soins. Parce que les soins chez les personnes autistes, c'est souvent une anesthésie générale pour soigner une carie, donc c'est quand même extrêmement coûteux dans tous les sens du terme. Donc voilà, on sait que cet outil est intéressant et là, ce qu'on essaie de développer, c'est ça, de voir en termes de mobilité. C'est ça, à partir de l'ensemble des questions de recherche qui sont sur un grand panel en fait de domaines en sciences humaines et sociales au sens large, c'est décomposer les processus sous-jacents à tout ça, essayer de comprendre ce qui se passe au niveau psychologique entre autres, mais essayer d'identifier des processus communs pour essayer de transférer cet outil-là, s'il peut être utile en termes d'accessibilité surtout, auprès d'autres personnes, pas uniquement autistes, j'entends aussi d'autres
une autre population ou d'autres pathologies, en l'occurrence Alzheimer. C'est des questions qui peuvent être intéressantes parce qu'elles mobilisent les mêmes processus. En tout cas, c'est l'hypothèse qu'on fait en termes de troubles. Défaut de planification, par exemple. Pareil, mémoire immédiate. De troubles amnésiques et de mémoire épisodique au niveau de l'Alzheimer. Donc voilà. Après, ce qui est très complexe à chaque fois, c'est que pour une même pathologie, on a un écart énorme en termes de différenciation des personnes. Ouais. Donc... ou de pratique aussi des gens. Par exemple, on va essayer de travailler sur la mobilité. En 2 mots, mais les problématiques ou les projets qu'ont les ados, y compris avec autisme, de mobilité pour aller au lycée, avoir une activité professionnelle pour les jeunes adultes. On parlait des décrochages avec la dernière émission. On se dit que peut-être avoir une grosse tablette dans le cartable, c'est pas terrible. Ouais. Peut-être que ça serait mieux si c'était sur monde connecté. Donc voilà, on commence à regarder les choses comme ça. On a testé la portabilité de l'appli sur monde connecté. On sait que ça fonctionne. Mais au-delà de l'usage possible sur un plus petit écran, on sait aussi que quand on est sur une montre connectée, il faut qu'il y ait plus de mobilité, de malléabilité de l'outil, qu'on puisse changer. Et voilà, on va rencontrer d'autres. Il faut que peut-être que les ados, jeunes adultes soient géolocalisés pour que les parents soient en toute confiance. Il y a des choses comme ça qu'on peut retrouver chez les personnes âgées aussi. C'est ce que que je questionne actuellement. Qu'est-ce que tu questionnais actuellement. Voilà. Moi, je suis économiste. En économie, on appelle ça le nudge. Nudge. Oui. C'est une façon d'aider les gens à être rationnels. Ah ouais. Bon, on arrive au terme de cette émission. Je vous remercie beaucoup, Patrice Bourdon, Marine Guffroy et Gaël Lefebvre. Bon, effectivement, je ne verrai pas désormais mes collègues de la même façon. Donc, je finis par une citation générale. Là, je vais aller très vite parce qu'on est déjà hors temps. Donc, c'est une citation d'Amélie Nothomb dans Barbe Bleue. Tous les photographes sont autistes. S'ils en étaient conscients, ils nous épargneraient bien des vernissages.